Shalom, shalom les frères, les sœurs, les dispersés du Tout-Puissant à travers le monde. J'espère que vous allez bien. All praises be to the Most High, our power. Right. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, un prêtre vaudou refute la présence des Juifs ou des Israélites historiques au Bénin. Right. Now, je dis mon shalom à mon frère qui va se reconnaître. Ouais. Donc, dans des discussions fraternelles privées, j'avais posté quelque chose je pense, sur WhatsApp. Et, et mon frère a réagi en disant oui, mais l'information que tu livres a été refutée par un chef coutumier au niveau du Bénin, un prêtre du vaudou, qui dit qu'il n'a jamais eu ici de présence soi-disant juive au niveau du Bénin. Now, je vais essayer ici de dire vraiment ce que je pense et, et vous apporter des informations que vous pouvez rechercher de vous-même, les analyser. Alors, je vous ai toujours dit, j'ai dans ma marche dans cette vérité une démarche personnelle. J'aime associer dans ma quête ou ma recherche de vérité le côté un peu scientifique, le côté un peu évidence, le côté un peu preuve de ce que de ce que je peux enseigner ou de ce que je crois, ce côté-là académique en termes de recherche. Donc, quand je tombe sur une information, voilà, je prends le temps de faire des recherches dessus avant même de venir partager ou encore publier. Non, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ces Israélites. Et l'écriture dit prove all things. Donc, tout doit être prouvé. Et dans ce sens, la Torah nous établit un principe. La Torah établit un principe. C'est-à-dire, pour qu'une affaire soit établie, la Torah nous donne un principe, on dit, c'est sur la déposition de plusieurs témoins. Deux témoins que on peut établir une affaire. Let me just take that. C'est quelque chose que vous voyez. Let me go to. Wait. Je vais dans le livre de Deutéronome. On prend le chapitre 17. À partir du verset 6, il est écrit, voilà, celui qui mérite la mort, en tout cas dans ce contexte-ci, c'est le contexte de la mort, ok? Mais c'est un principe tout le long de la Torah. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul. Je prends le chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins.
On va aller dans le Nouveau Testament, en tout cas l'Alliance renouvelée, dans le livre de Matthieu, au chapitre 18. Voilà, verset 16, il est écrit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est toujours un principe comme ça qui est établi, en tout cas dans la Torah, dans la culture bantou. Alors, beaucoup de choses se disent au niveau de ces Israélites. Regardez, vous voyez par exemple, il y en a qui vont vous dire que l'Israël ancestral, c'est l'Afrique ancestrale. Il y en a qui vont venir vous soutenir l'hypothèse en disant c'est le Congo. Et il y en a qui vont venir vous dire non, c'est le Cameroun, parce que vous avez Yaoundé, c'est ça, Juda. Il y a plein de théories, ok, qui, en tout cas, après ça dépend de qui les soutient, que je peux qualifier, c'est des hypothèses, ok. Alors, je prends par exemple un exemple assez con. Il y a cet aventurier de Zulu, là, Justin Disake, qui vient vous faire croire que lui, il connaît toute l'histoire du monde, il a été là au commencement, il utilise souvent l'expression dans l'Afrique ancestrale. Il vous dit que Israël, là, c'est au Cameroun. Mais ce monsieur-là ne vous a jamais... Il va souvent chez lui au Cameroun, hein. Mais quand il va au Cameroun, vous le voyez en train de s'engraisser, il mange, il fait que manger, il fait que manger. Jamais il vous a ramené dans un village au Cameroun pour vous dire, vous voyez ce village, aujourd'hui ça s'appelle tant, mais bibliquement ça s'appelait tant. Vous voyez, telle chose s'est passée ici, voici le vestige historique qui prouve le récit biblique. Jamais. Jamais un jour. Mais si cette histoire s'est produite, soi-disant au Cameroun, soi-disant au Congo, mais je suis désolé, on doit quand même avoir des vestiges historiques qui prouvent ces choses-là. Sérieusement. Donc, allez dire qu'on a tout, on vous a, donc même l'intelligence, je sais pas, là, on doit arriver à penser quand même. Si je viens, je vous dis par exemple que l'histoire biblique, toute l'histoire biblique s'est passée chez moi au Congo. Bah, quand je vais au Congo, je dois quand même aller dans un village où il doit quand même avoir ces vestiges-là. I'm sorry. Vous pouvez changer l'histoire que écrite, mais vous ne pouvez pas même changer la nature. I'm like, how? Now, that was just une parenthèse. Let me show you something. All right? I'm gonna show you something. Alors, le frère va maintenant m'envoyer ce lien-ci, cette vidéo que j'avais déjà suivie il y a longtemps. Elle a été postée il n'y a que 5 années passées. OK? Dans laquelle un frère des États-Unis qui est dans, on va dire, la spiritualité africaine, en tout cas dite africaine, le kémitisme, tout ça là, c'est toujours de cette branche-là qui va avoir un courant qui va venir pour contredire les Israélites. Et ici, ils se rendent dans ce village ou dans cette ville, je ne sais pas, qu'on appelle Juda ou Ouida au Bénin. Ouais? Non, le titre de la vidéo, Vodou and Ouida was never Judah. Ok?
Donc, il y a au Bénin une ville qui s'appelle Ouida. Et que, apparemment, en tout cas, je vais dire apparemment à ce stade, mais je vais vous apporter les arguments, il y a une branche qui dit non, les Israélites, en fuyant les différentes captivités, babyloniennes, assyriennes, même romaines, se sont retrouvés, en tout cas, de façon concentrée au niveau de l'Afrique. Beaucoup de communautés se sont formées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a qui sont descendus d'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et ceux qui disent ou qui défendent ce paradigme ont des éléments qui corroborent cela. Non, on va écouter ce témoignage de ce prêtre vaudou qui dit non, en tout cas, en réalité, quand vous suivez bien l'interview, c'est que déjà la manière dont la personne est en train de conduire l'interview, la personne, elle a déjà... how do you say? Comment... il y a un terme en communication, j'ai complètement oublié. Ils ont déjà un framework, comment on dit? Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en fait, ils sont déjà biaisés à l'idée de... Parce qu'ils sont déjà dans la, soi-disant, spiritualité africaine, ok? Proprement dite. Or, quand nous parlons de spiritualité africaine, dans ce sens-ci, ça n'a rien à voir avec notre spiritualité israélite étant que des Africains. Mais ceux qui viennent et se prononcent dans ce sens-ci, c'est souvent des gens qui veulent lier cette spiritualité au kémétisme, vous voyez, le culte des ancêtres, toutes ces choses-là. Donc il faut faire très très attention et différencier quand quelqu'un vient vous parler de retour aux sources, retour à la spiritualité ancestrale. Mais de quelle spiritualité ancestrale vous parlez? Alors, quand vous prenez par exemple la spiritualité, vous allez voir, même quand vous faites une étude sérieuse des pratiques, des coutumes de ceux qui sont des Israélites ancestraux actuellement, vous pouvez vous retrouver avec des pratiques qui ne sont pas de la Torah ni de la culture israélite, mais que les gens qui sont israélites ont copié tout simplement chez les nations chez lesquelles ils ont été. Il y a eu beaucoup de brassage. Et vous allez aussi voir dans d'autres cultures qui sont de peau noire, de cultures de même race africaine, mais en réalité, vous allez voir quelques éléments aussi des pratiques bibliques, des pratiques israélites. Mais en réalité, c'est pas parce que ce sont leurs pratiques à l'origine, mais c'est juste que c'est des choses aussi que les gens ont embrassées par emprunt, par la force d'un mélange de culture, de brassage. Non, celui qui conduit l'interview est déjà un peu biaisé, ok? Il a une, je sais pas, ligne éditoriale ou en tout cas vidéographique, puisque il est dans un paradigme donné. Donc, en gros, il va dans ce village et il essaie d'interviewer ce prêtre vaudou. Donc, je vous laisse écouter et ensuite, on va aller dans le vif du sujet. Okay. So you never heard of, and you can ask this to the elder. Donc, il y a un interprète, il dit, est-ce que vous avez déjà entendu ici dans ce village, donc il y a 5 ans passés, qu'il y a eu des Israélites qui habitaient ici, tout ça là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Là? Non. Je vous signale, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez, voici le titre de la vidéo. Hein. Déjà, le prêtre vaudou lui-même, c'est un illettré. Il ne sait pas lire. Voilà.
Donc, maintenant, excusez-moi. Le problème chez nous, il y a vraisemblablement une carence en termes de record historique. Là, il y a vraiment une carence comme ça. Maintenant, et au frère, je lui avais aussi recommandé de lire les manuscrits de Tombouctou, ok? Vous allez voir toutes ces preuves-là dans ces documents que je me ferai le plaisir de sélectionner et de venir vous présenter. Donc, là, on va se baser sur le témoignage d'une personne. Mais les frères, parlons bien et soyons sincères. Si je vous dis par exemple que il y a eu des Israélites, par exemple, qui ont habité une région particulière de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Bénin, de l'Afrique du Sud, il y a peut-être 5 siècles passés, par exemple, et que j'aille interviewer un chef de village aujourd'hui. Quelles sont les chances que j'ai que cette histoire-là soit confirmée? Il y a beaucoup de chances que, après quelque temps, il y en a qui n'en parlent plus. Ouais. Mais par exemple, il peut toujours avoir une tradition orale qui peut se passer de génération en génération. Mais il y a aussi de fortes probabilités que même la tradition orale disparaisse. Ok? Mais combien sont les chances que on prouve cette présence-là de façon documentée? Ça va être compliqué. Donc, on va écouter ce frère qui part des États-Unis en voyage spirituel au niveau du Bénin et profite pour aller interviewer un pauvre paysan, ou je sais pas, un prêtre vaudou sur cette question-là. En réalité, ici, il est juste en train d'encourager, soi-disant, les Noirs d'aller dans les histoires de, je sais pas, spiritualité noire. Donc, bref, bon. Mais non, moi, l'élément qui m'intéresse, c'est par rapport à ma discussion avec le frère, puisque le frère dit, ah, mais oui, mais le chef coutumier a dit qu'il n'y a jamais eu de juifs dans le village appelé Ouida ou Juda. On va écouter le témoignage du prêtre vaudou. Has the elder ever heard of a tribe called the Hebrew Israelites? Non, il dit, est-ce que tu peux demander à l'ancien s'il a déjà même entendu parler d'une tribu qu'on appelle Hébreu israélite, sachant que, par exemple, le Elda là, l'ancien là, est illettré, par exemple. Ouais? Donc, vous allez dans un village, il faudra peut-être utiliser des expressions ou des termes qui soient familiers à la personne. But anyway, let's listen. Settling here in Ouida and calling it Judah at one time. Now, il dit, est-ce que tu peux demander à l'ancien si dans les temps reculés, il y a eu des gens qu'on appelle des Israélites qui sont venus ici, s'installer ici et ont appelé ce village ou cette région ou cette place-là Juda. Ok? Maintenant, l'interprète lui fait la traduction. Ok? Bon. La personne même qu'on appelle même Elda là, ou je sais pas, ancien là, quand je vois ça, c'est pas un Elda. Pour être Elda, il faut déjà avoir 50 ans ou plus. Ça, c'est pas Elda. Bon, anyway. En tout cas, ça, c'est par rapport à la Torah, ok? Bon, après, chez les autres, je sais pas.
do ho we me ga se me ne si ko ben juda do when do no me to me confla boadi il est balancé Donc il dit non, ça n'est jamais entendu parler. Ok? They are surprised that they have never heard that name. Okay. Ils sont surpris, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ok? Non. And that's why I'm doing this, because there's a lot of misinformation and lies being spread in America. Okay. So we, Non, le frère dit ouais, il y a des fausses informations et des mensonges qui sont voilà, rendus publics comme ça. Non. Donc, ici, il y a 5 ans passés, on est en 2018. Ok? On est en 2018. Donc, une personne va dans un village, interroge un jeune homme, qui est d'ailleurs illettré, ok? Bon, déjà, même son illettrisme ou son alphabétisme n'a rien à voir, parce que si l'histoire a été gardée de façon même orale, il aurait pu témoigner. Mais il n'en sait rien, il dit non, jamais. Voilà. Et pour mon frère, ça, c'est un élément de preuve pour refuter l'argument. Non, je veux bien croire. Je vais sur le même principe de la Torah. Est-ce que on a des sources peut-être plus anciennes qui peuvent confirmer, approuver ou désapprouver cette information? Non. Dans la démarche académique, ok, quand vous voulez, par exemple, toucher une question historique, vous avez 3 types de sources. Vous avez les sources primaires, vous avez les sources secondaires et les tertiaires. Voilà. Et parmi les sources primaires, là, voilà, vous avez les eyewitness, c'est-à-dire les témoins oculaires, des documents, des photos, des choses comme ça. Non. Quand les gens disent que, oui, les Israélites se sont installés au niveau de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que nous parlons d'une histoire qui s'est passée il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans? Nous parlons de quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 10 siècles, 6 siècles, des temps reculés. Non, si vous partez par exemple dans vos villages, vous demandez, on vous parle d'une histoire, une tradition orale. Demandez aux anciens de votre village, cette histoire-là s'est passée quand? Dans quelle période? Ils vont juste vous dire, non, il y a très longtemps, ce sont nos ancêtres qui nous ont dit. Mais il n'y aura pas de délimitation dans le temps. Ils ne vont pas vous dire, non, cette histoire-là s'est produite il y a 5 siècles ou il y a 3 siècles. Non, il n'y a pas ça. Ils vont juste vous dire, ça s'est produit, c'est tout. Non, wait, let me show you this. Let me show you this. Non. Il y a cette carte historique et comme vous pouvez voir, vous voyez, ici, là, vous voyez Guinée, je ne sais pas si je peux capturer ça. Vous pouvez faire cet effort. Vous voyez au niveau du Bénin, ici, là, voilà, même ici, voilà. Si vous ne pouvez pas bien voir par rapport à la vidéo, vous pouvez toujours Google et essayer de zoomer. Vous voyez ici, là, il y a une ville, Slave Coast, ok, la côte des esclaves. Vous voyez ici, là, Ouida, ou Fida, ok. Non, cette carte-ci s'appelle le Negroland. Non, vous voyez aujourd'hui, quand vous parlez de Negro, la connotation ou la signification du nègre aujourd'hui, c'est tous les noirs. Ok? Peu importe que tu sois hamite, peu importe que tu sois sémite, bantou, whatever, c'est nègre. Mais je vous dis, chez les anthropologistes, ok, il y a une différence entre celui qui est négro
ok, et l'Africain général ou le noir en général. Et quand les anthropologistes parlent de nègres, ils parlaient à l'époque, premièrement, d'un type de noir particulier. Ce n'étaient pas tous les noirs qui avaient cette identification-là de nègre. Ce n'étaient pas tous les noirs. Mais aujourd'hui, c'est un terme qui est applicable à tous les noirs. Let me show you something. Let me show you something. Now. Le terme negro, ok? Now, watch this. Il dit, autour de 1442, quand les Portugais arrivent en Afrique du Sud, en essayant de trouver une route pour aller en Inde, le terme negro, littéralement signifiant noir, est utilisé par les Espagnols et les Portugais comme une description pour faire référence au peuple bantou. Comme une description pour faire référence au peuple bantou. Et vous savez très bien que en Afrique, il n'y a pas que des bantous. Il y a les Hamites qui sont noirs. Mais on vous dit le terme nègre, quand il est utilisé par ces gens-là, c'était pour faire référence à ces gens-là, à ces bantous. Mais aujourd'hui, regardez, à partir du XVIIIe siècle, vers la fin des années 60, le terme nègre, right, est maintenant considéré, aujourd'hui en anglais, pour parler des gens d'origine africaine. Mais au départ, c'était spécifique. Now, let me show this to you. OK? Comme vous avez vu sur la carte, let me show you. Vous avez vu ici, on dit Wida ou Fida. Alright? Let me show this to you. Bear with me. Show you. Now, ici, j'ai un document qui s'intitule, l'auteur, il s'appelle Élisée Reclus. Là, il a vécu de Olivier Reclus, ok? Et ce document est écrit, la date de publication, c'est 1888. Le document, ça s'appelle Africa, the Earth, donc la Terre et ses habitants. Africa, c'est le titre du document. Ok? Je vous donne les sources avec des preuves, des documents que vous pouvez aller lire. Là? Non. Ce document-ci est écrit, on est en 1800. Là? On est en 1800. Ce n'est pas un témoignage de quelqu'un il y a 5 ans passés. Il dit ici, Dahomey. Dahomey, c'est l'ancien nom de ce qu'on appelle Bénin ou des anciens royaumes autour de ces territoires-là. L'est du Grand Popo. Bon, chez nous les Congolais, quand on parlait des... Si on dit les bas Popo, donc ça veut dire que ce sont les Béninois. Ok? Donc, on appelle tous les Béninois les bas Popo. Ok? Donc, j'estime qu'il y avait un grand peuple venant du Bénin qui s'appelle les Popos. Donc nous, quand on dit, ah, celui-là, Azamo Popo, donc en gros, c'est un Béninois. OK? Et les autres Ouest-Africains, on a aussi un terme, c'est-à-dire les Sénégalais, on a un terme pour les... Donc, Sénégalais, Maliens, OK? Guinéens, tout ça là, on les mélange ensemble. On a 2 termes qu'on utilise pour eux. Soit on les appelle Ndingari, soit on les appelle Ouara. Ce sont les 2 termes pour parler de Maliens, Sénégalais, tout ça là. Mais les Béninois, on les appelle les Popos. Là, non. On est en 1888. Premier témoignage.
on dit l'Est du Grand Popo. Donc j'estime que non seulement Popo, c'était aussi un peuple, mais c'est aussi peut-être un territoire, ok? L'Est du Grand Popo commence par le territoire du Dahomey. Ouais? Non. Qui était entouré par une ville importante. On parle d'une ville importante au niveau du Grand Popo. On dit les Européens connurent cette ville par différentes appellations. Et vous savez que quand vous étudiez les différentes vagues de colonisation ou d'impérialisme, vous avez plusieurs nations. Les Français sont venus, les Espagnols, les Hollandais, tout ça là. Donc, quand, par exemple, quand les Français viennent quelque part, basés sur leur langue, ils peuvent appeler une ville avec un nom particulier en fonction de la langue qu'ils parlent. Quand les autres viennent pour conquérir, ils utilisent aussi une autre appellation en fonction de leur langue. Ils disent ici que ce territoire-là est connu par des Européens avec une variété de noms. Fida, Yida, Wida, Wida. Ok? Maintenant, ils disent, les anciens écrivains l'ont appelé Juda, l'ont appelé Juda. Et ses habitants étaient dits d'être des Juifs. Et ses habitants étaient dits d'être des Juifs. Là, j'ai quand même un témoignage de quelqu'un qui a parlé en 1800. Pour moi, c'est peut-être pas suffisant. Voilà. Mais un premier témoignage. Non. Je prends ce livre-ci. Ah, ça s'intitule, ça c'est même un frère noir qui l'a écrit. Ça s'intitule La mission de Ngelele, le roi de Dahomey. La mission de Ngelele. So, a mission for Ngelele, king of Dahomey. Ok, c'est le volume 1. Now, let's do this. Let me just go. Ici. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Parlant. Wait. Voilà. Maintenant, regardez. Parlant du même territoire, quand est-ce qu'il a écrit ce livre? Let me see. When was he? C'est aussi. Ok. Ce livre-ci est écrit en 1849. Ok? 1849. Now watch this. Let me show you something. Voilà. Il dit. Et il essaie de décrire un peu plus ou moins ce territoire-là. Ok? Du Dahomey, de Wida. Il dit ici que quand vous arrivez, vous voyez en tout cas la beauté de la nature. Et il dit qu'il y a à peu près 115 villages ou petites villes ou towns, ok, of the tribe of Judah. The tribe of Judah. 150 villages ou 150 villes de la tribu de Juda. On est en 1800. Wait, c'est pas fini. Non. Un autre document qui est publié en 1744. 1744. Le titre du document, c'est A New Voyage
to Guinea, describing the custom, manners, soil, climate, whatever. C'est le titre du document qui est là. Vous pouvez le télécharger et lire de vous-même. Right? Non. Mon argument ici is to prove to you, les Israélites ont habité dans ce territoire-là et désapprouver le témoignage de soi-disant ce chef du village là ou chef vaudou là. Non, on est à la page, I'll give you, page 192 et 193. Watch this. Ici. Mais sorry. Ici, là, il dit, en parlant du Bénin, ok, ou de ce territoire, Dahomey, il dit, j'ai trouvé, voilà, ce pays qu'on appelle, ou ce county, non, ce village ou ce territoire qu'on appelle Fida. Les Dutch, les Allemands, non, les Hollandais l'ont appelé Dutch, Fida plutôt. Les Français l'ont appelé Juda et les Anglais l'ont appelé Wida. Right? Donc, un témoignage de 1744 confirme que ce territoire-là était connu, right, par des noms variés dépendamment des explorateurs. Non, on est en 1744. Watch this. Je vais ici, dans ce document de cet institut de géographie, right, qui s'appelle Société languedocienne de géographie. Ici, ils ont, dans un article qui a été publié le 1er janvier 1890. Comme vous pouvez voir, on parle du Grand Popo, ouais, Cotonou ici, bref. Ils disent Wida, ils mettent entre parenthèses Fida, Wida, Juda, Adjuda est une ville ancienne, fréquentée depuis quand? Le 16e siècle par les négriers portugais qui lui donnèrent son nom. Voilà. Ses habitants étaient dits les judaïques et on les considérait en effet comme un reste de tribus dispersées d'Israël. Non. Maintenant ici, you have a choice. Tu as le choix. Soit de croire, parce qu'il y a plusieurs documents, il y a 1,000 of them, ok? Soit je crois au témoignage de ce chef du village, juste parce qu'il a dit, on l'appelle Eda, mais il n'a pas l'air d'être un vieux, ok? Soit je me fie à de la documentation historique qui confirme des faits. Parce qu'en matière de démarche scientifique et historique, ce sont les évidences qui comptent. Non, je ne suis pas en train de dire qu'une évidence orale n'est pas à considérer au sérieux. Non, ça reste une preuve. Mais il en faut beaucoup plus pour soutenir, en tout cas, une évidence orale. Et dois-je aussi considérer ça comme étant cette évidence?
Parce que quand je fais une analyse déjà de l'interview, dans la façon dont les questions sont posées, le contexte, le setting, le background, tout, je peux déjà comprendre que quelque part, la personne qui est en train même de poser les questions ou de faire des interviews a un framework. Il a déjà une ligne, ok, éditoriale ou je sais pas. Si tout est frame, tout est déjà bien. Attends, non, je sais pas les termes en français. De sorte que les réponses soient cadrées par rapport au paradigme que la personne est en train de défendre. Donc, that's what I got to say. Mais non, pour tous ceux qui viennent, par exemple, qui disent, oui, leur pays, c'est ceci, mais where are the evidence? Si je viens, je dis ici, par exemple, que l'histoire biblique s'est passée au Congo. Mais attendez, ça coûte combien d'aller au Congo? Ça coûte combien quand j'arrive au niveau de la capitale d'aller dans un village et... Non, quand même. Il doit quand même avoir des vestiges historiques qui prouvent que oui, cette histoire s'est passée dans tel village. Donc même les vestiges historiques ont disparu. Si vous venez, vous dites, oh, au Congo, au Cameroun, au Gabon, donc tout ça là, ça a disparu. Moi, je veux bien. Tous ceux qui vont peut-être au pays, aller un peu dans les villages. Les Congolais qui disent, par exemple, que oui, l'Israël antique là, c'est au Congo. Mais faites-nous un peu des vidéos, interviewez un peu les vieux du village, là, allez un peu dans ces villages-là, ramenez-nous quand même un peu des évidences. Ceux qui disent c'est le Cameroun, là, ça vous coûte combien d'aller dans les villages faire ces reportages-là en nous disant ah, vous voyez tel village, aujourd'hui ça s'appelle tant, mais vous voyez telle histoire dans la Bible. Oui, c'était ici. Voici peut-être le vestige historique, tout ça là. Je ne suis pas en train de parler en termes de comparaison ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis dans une démarche scientifique. Ok? Tout récemment, vous avez vu qu'il y avait même déjà une pierre avec des inscriptions hébraïques, une pierre datée qui a été retrouvée au Congo. C'est ça les évidences. Donc pour moi, ça prouve la présence de ces gens-là sur ce territoire-là. Mais non, tous ceux qui viennent défendre une position ou une autre, c'est quoi vos évidences scientifiques? C'est quoi vos évidences archéologiques? Donc en gros, est-ce qu'on peut ramener par exemple une équipe de scientifiques dans un village au Congo pour vous dire, ouais, vous voyez, telle histoire biblique, ça s'est produite ici? Donc, nous devrons en tout cas quitter le domaine des sentiments, quitter le domaine de la sensation, dire des choses juste pour dire. The scripture says, prove all things. Bring your strong reason. Donc, si je dis quelque chose, I need to come up with evidence. Like, ok frère, tu vois, je te dis ça parce que j'ai au moins 3-4 témoins sur l'affaire. 3-4 personnes qui font des dépositions sur la même affaire. Donc, on peut conclure que cette hypothèse-là ou cette thèse-là est fiable ou exploitable. You know? So, all praises be to the Most High. All praises be to the Most High. Maintenant, je dis ceci. S'il y a des gens qui ont peut-être des documents historiques qui viennent contredire, par exemple, ces écrits-là,
je suis désolé. Par exemple, dans le domaine scientifique, si quelqu'un vient, par exemple, si en 1800, cet institut disait un mensonge, mais il y aurait quand même des documents qui devraient en réalité contredire ces propos-là. Ramenez-nous ces documents qui désapprouvent que non, 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 ces gens-là qui habitaient là-bas, c'était pas des judaïques, rien à voir. C'est comme ça que le débat scientifique se passe. Tu ne peux pas dire que oh, tel argument est faux si tu ne prouves pas la fausseté de l'argument. En prouvant la fausseté de l'argument, tu dois déjà ramener tes propres arguments à toi. Anyway, all praises be to the Most High. J'espère que ça a été édifiant pour quelqu'un. Vous voulez des évidences scientifiques, académiques, on va vous les donner, analysez-les et tirez vos propres conclusions. All praises be to the Most High, our power. Shalom.